Bonjour, je m'appelle Alice. Je n'étais pas censée être à la maison cette nuit-là, mais quand je suis entrée, c'est moi qui étais là. Effondrée sur le sol de la cuisine, le sang tachant mes vêtements, le genre de saignement qui ne vient pas d'une simple chute sur une chaise. Ils ont dit que c'était un accident. Ma mère m'a traité d'hystérique. Mon frère m'a dit de laisser tomber, et ma belle-sœur a souri. Ils ont effacé mon nom d'une photo de famille, réécrit mes souvenirs, m'ont qualifié d'instable tout en cachant leur propre bleu sous une bienveillance d'emprunt, et puis il y a eu la caméra. Vous êtes-vous déjà demandé ce que les gens sont prêts à dissimuler juste pour maintenir une image parfaite? Et si la maison où vous avez grandi était celle qui a failli vous détruire? On dit que les anniversaires sont faits pour être célébrés, un moment de rire, de chaleur et de chansons occasionnellement fausses. Mais cet après-midi-là, dans la maison de ma mère à Lyon, cela ressemblait plus à une représentation, une pièce où l'on m'avait distribué un rôle pour lequel je n'avais jamais auditionné, la bonne. L'air sentait le rôti de bœuf, le parfum de luxe et le produit d'entretien au citron. Je sentais la douleur pulser dans mes articulations alors que je me penchais sur le comptoir de la cuisine, préparant un plateau de mimosa pour la 10e fois. Ma température grimpait depuis le matin, mais je n'avais pas le temps de m'en préoccuper, pas alors que les invités devaient arriver d'une minute à l'autre et que Véronique, ma mère, ne manquerait pas de faire une remarque si la table manquait de couleur. J'ai essuyé la sueur de mon front avec le revers de ma manche. J'avais essayé de lui dire que je ne me sentais pas bien. Elle m'avait dévisagé comme si j'essayais de me dérober à une responsabilité que je n'avais jamais demandée. Les gens viennent pour me fêter, pas pour te materner. Reprends-toi, avait-elle dit avant de quitter la pièce. Alors je suis restée, tenant le cou avec le bout de mes doigts fissurés et un sourire crispé. À 17h, la maison bourdonnait de chaussures vernies, d'accolades qui ressemblaient à des formalités et de rires qui n'atteignaient les yeux de personne. Mon frère, Alexandre, flottait dans le salon comme un hôte de showroom, parfaitement poli, soigneusement détaché. Sa femme, Sophie, tenait salon près du bar à vin, affichant ce sourire brillant qui ne correspondait jamais tout à fait à son regard. Personne ne m'a remarqué jusqu'à ce qu'une femme en gilet de cachemire passe devant la cuisine et se retourne avec une expression curieuse. « Oh, c'est la nouvelle ?» Sophie a ri légèrement, interrompant son geste pour verser le vin. « Oh, non, c'est juste Alice. » Véronique, confortablement installée dans son fauteuil avec un verre de Riesling, a ajouté sans lever les yeux, elle a toujours été serviable. Alexandre n'a pas dit un mot. Il a juste continué à siroter sa boisson. Serviable. Le mot a atterri dans ma poitrine comme une pierre sourde. Je n'étais pas une étrangère ici. J'étais leur fille, leur sœur. Pourtant, dans cette maison, ma présence n'était pas plus tangible que le bourdonnement du réfrigérateur, toujours en marche, rarement remarqué. J'ai continué à servir comme si de rien n'était. Les gens ont mangé, ils ont bu, et finalement le moment est venu de présenter le gâteau. C'était une mousseline au citron avec une crème au beurre à la lavande, le préféré de ma mère. Je l'avais fait maison la veille, le décorant de tranches d'agrumes confites que j'avais cristallisées moi-même. Sophie l'a apporté sur un présentoir en argent, souriant comme si elle avait accompli un miracle. « C'est divin !» s'est exclamé quelqu'un alors que la première part était servie. « C'est de Sophie », a dit fièrement Véronique. C'est une femme si talentueuse, elle a toujours une longueur d'avance. Je me suis figée, spatule à la main. Ce n'était pas vrai. Plus tard, après que la plupart des invités se furent retirés dans le salon pour discuter du nouveau scandale à la mairie ou des admissions de leurs enfants dans les grandes écoles, je suis retournée à la cuisine pour commencer le nettoyage. J'ai tendu la main vers la poubelle et je l'ai vue, la carte que j'avais écrite, froissée, déchirée. Mon nom était barré, remplacé par un nouveau, de l'écriture soignée de Sophie. Elle n'avait même pas pris la peine de cacher la preuve. J'ai tenu le papier dans ma main, sentant les bords me couper la paume. Il n'y avait pas d'erreur, pas de malentendu. Ce n'était pas de l'oubli. C'était délibéré. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste restée là un instant, fixant la poubelle comme si elle contenait le script entier de ma vie. Travaille dur. Reste silencieuse. N'attends rien en retour. Ce n'était pas la première fois. Enfant, être serviable m'avait valu le strict minimum d'affection.
J'ai appris très tôt que ma valeur ne se mesurait pas à qui j'étais, mais à ce que je pouvais faire. Fais le lit, fais la vaisselle, ne réponds pas, souris quand on te parle. C'est ainsi qu'on maintenait la paix dans cette maison. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. Je n'étais pas seulement fatiguée. J'étais usée. Je n'étais pas seulement blessée. J'étais invisible. Au dîner, j'étais assise au bout de la table, près de la fenêtre où la brise de la vitre entr'ouverte me glaçait la peau. Personne ne m'a offert de pull. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Sophie riait d'un article récent où elle était en vedette, femme d'influence. Elle décrivait son bénévolat à la banque alimentaire comme si elle n'avait pas jeté les restes de pâtes que j'avais préparés 2 soirs plus tôt sans même y goûter. Véronique la regardait avec admiration. J'ai toujours dit que Sophie ferait de grandes choses. Les couverts cliquetaient contre la porcelaine fine. Alexandre était en pleine conversation avec un voisin sur les taux d'emprunt immobilier. Ma chaise a grincé légèrement quand j'ai bougé, mais personne n'a tourné la tête. J'étais assise en silence, mâchant le saumon sec dans mon assiette. Pas parce que j'avais faim, mais parce que ne pas manger aurait été remarqué. Être remarqué était dangereux dans cette maison. Mieux valait rester silencieuse. Quand le repas s'est enfin terminé et que tout le monde s'est dirigé vers le petit salon pour le café et ce qu'il restait du gâteau, je me suis levée, rassemblant lentement les assiettes. Je suis allée à la cuisine. Mes pas étaient prudents, mes mains engourdies. J'ai attrapé un torchon, mais mes doigts tremblaient. Je les ai regardés. Je n'avais plus froid. Je n'étais plus malade non plus. C'était autre chose, de plus profond. Quelque chose en moi s'est brisé quand j'ai baissé les yeux et vu que la dernière part du gâteau mousseline au citron avait été raclée du présentoir, et que personne ne m'avait remercié, pas moi. Ma gorge s'est serrée, non pas de larmes, mais de prise de conscience. J'ai essuyé le comptoir lentement, traçant des cercles avec le torchon comme s'il pouvait former un message, comme si les miettes pouvaient épeler quelque chose de plus significatif que ce que j'avais entendu toute la soirée. Je me suis tournée vers la fenêtre, le ciel sombre reflétant le vide silencieux en moi. Et puis je l'ai vu, par terre, sous la table de la salle à manger, une serviette en papier avec mon nom dessus, griffonnée d'une écriture d'enfant. Mon neveu avait dû l'écrire, peut-être en le copiant de la carte que j'avais laissée sur la boîte du gâteau. Elle était pliée en triangle, comme s'il avait essayé de faire quelque chose de spécial. Je l'ai ramassée, effaçant les taches d'un pouce précautionneux. Mon nom était encore là, à peine. C'est à ce moment-là que mes mains se sont mises à trembler. J'ai laissé tomber la serviette, me suis retournée vers la cuisine et j'ai vu quelque chose. Non, quelqu'un, debout dans l'embrasure de la porte. Sophie. Elle a penché la tête, a souri faiblement et a dit « Merci pour toute ton aide ce soir, Alice. Tu as vraiment assuré le bon déroulement des choses. » C'était le ton plus que les mots. Bon déroulement, comme si j'étais juste un autre élément du service. J'ai hoché la tête une fois, sans parler. Tandis qu'elle s'éloignait, le silence s'est accroché au mur comme du brouillard. J'étais de nouveau seule, sauf que cette fois, je savais à quoi m'en tenir. La prochaine fois que quelqu'un essaierait de m'effacer, je ferai en sorte qu'il se souvienne de qui j'étais. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Après la fête, je suis restée dans ma chambre un moment, essayant de calmer les pensées qui tournaient en rond comme des oiseaux qui ne voulaient pas se poser. J'ai repassé la journée, chaque mot négligent, chaque mérite volé, chaque instant où j'avais souri juste pour ne pas crier. Le silence dans la maison semblait trop épais pour être naturel. Ce n'était pas la paix. C'était quelque chose de soigné, d'arrangé, de contrôlé. Quelque part après 1 heure du matin, je me suis glissée hors du lit. J'avais la gorge sèche et je me suis dit que j'avais juste besoin d'eau. Quelque chose de simple, de neutre, une tâche qui ne m'obligeait pas à mesurer mon ton ou à prétendre que je n'avais pas été effacée devant une salle pleine de gens. Le couloir a craqué sous mes pieds nus alors que je marchais, essayant d'éviter les lattes qui faisaient toujours du bruit. La lumière de la cuisine était éteinte, mais la lampe de la salle à manger, toujours laissée allumée en veilleuse, projetait assez de lueur pour que je puisse me repérer. J'ai ouvert le frigo lentement, laissant son doux bourdonnement emplir le silence. La carafe d'eau filtrante était de nouveau presque vide. Je commençais à verser prudemment quand je les ai entendus, leur voix.
Celle de Sophie d'abord, sèche et basse. Je n'ai pas pu distinguer les mots au début, seulement le tranchant dans son ton. Alexandre a répondu plus doucement. Il donnait toujours l'impression d'essayer de ne pas envenimer les choses. Il était le grand pacificateur de notre famille, entraîné depuis l'enfance à aplanir les différends plutôt qu'à les résoudre. Je me suis figée près de l'évier. Leur voix venait du petit salon juste à côté de la cuisine. Le mur entre nous était mince. J'en ai marre de faire semblant, a lâché Sophie. Soit elle part, soit c'est moi. Je n'ai pas respiré. La voix d'Alexandre était lasse. Ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que tu ne veux pas gérer ta mère qui va pleurer sur ce que les gens vont penser, ou parce que tu as peur d'admettre que ta sœur est émotionnellement instable ? Elle ne l'est pas, a-t-il commencé, sans finir. Une pause. Je lui parlerai demain, a-t-il dit finalement. Laisse-moi gérer ça. Gérer ça, comme si j'étais un conflit d'agenda. Je suis restée là, une main encore sur la poignée du frigo, l'autre agrippant le verre. La carafe a trop penché. L'eau a éclaboussé mes doigts et le sol, froide contre mes orteils. Je n'ai pas réagi. Je ne pouvais pas. Mon corps était immobile, mais à l'intérieur, quelque chose d'ancien et d'enfoui s'est fissuré plus fort que tout ce qu'ils auraient pu entendre. Je me suis séché les mains, j'ai posé le verre sur le comptoir et je suis retournée dans ma chambre. Le matin, j'ai agi par automatisme. J'ai fait le café, vidé le lave-vaisselle, balayé la cuisine, des tâches que j'avais prises en charge parce que j'étais plus souvent là que les autres, parce que mon travail en freelance était à distance, parce que j'étais celle qui avait le temps. Au petit déjeuner, Véronique était assise à sa place habituelle près de la fenêtre, sirotant un café léger avec 2 nuages de crème. Elle a levé les yeux quand j'ai posé un muffin frais sur l'assiette à côté d'elle. Son ton était sec, distrait. N'oublie pas les serviettes des invités. Sophie a dit qu'elles étaient froissées hier. J'ai pris une lente inspiration. Je les ai entendues la nuit dernière. Elle veut que je parte. Véronique a cligné des yeux, a posé sa tasse et a ajusté ses lunettes de lecture. Elle est juste stressée, a-t-elle dit, comme si c'était une excuse raisonnable. Tu sais, elle a beaucoup de choses à gérer. Les événements de la communauté, la collecte de fonds, et les trucs avec les médias, bien sûr. Elle a menacé de quitter Alexandre si je reste. La bouche de ma mère s'est crispée. Tu interprètes les choses. Un rire s'est coincé dans ma gorge. Je l'ai entendu mot pour mot. Elle est émotive. Tu prends toujours les choses si personnellement. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardée, cette femme qui m'avait appris que le silence était la meilleure défense. Qui croyait que balayer les choses sous le tapis signifiait qu'elles n'étaient jamais arrivées. Mais certaines choses, certaines menaces, on ne peut pas les désentendre. Cet après-midi-là, en pliant le linge, j'ai trouvé un petit flacon orange niché entre des serviettes propres dans l'armoire à linge. Il portait mon nom, Alice Féarlon. 10 mg, 2 fois par jour, prescrit par un médecin que je n'avais jamais rencontré. Je suis restée là, le tenant comme un fil sous tension. Je l'ai ouvert, à moitié plein. Quelqu'un s'était assuré qu'il ait l'air d'avoir été utilisé. Je me suis souvenu des commentaires désinvoltes de Sophie la semaine passée. Elle est un peu à côté de la plaque ces derniers temps. Elle est vite dépassée. La pauvre. Elle ne dort pas bien, n'est-ce pas ? J'ai pensé à cet invité de la fête qui avait demandé si j'étais nouvelle, si j'étais une aide. Ce moment ne m'avait pas autant blessé que de réaliser qu'il avait été répété, mis en scène, autorisé. On ne se contentait pas de m'effacer. On me réécrivait. Plus tard dans la journée, tante Geneviève est passée avec un cake à la banane. Elle a serré Sophie fort dans ses bras et m'a à peine adressé un regard. À un moment, en sirotant son thé, elle m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse et a dit « J'ai toujours pensé que tu étais l'artiste de la famille. » Sensible, rêveuse. Ce n'est pas une mauvaise chose, bien sûr, mais il faut être prudent avec les gens comme ça. Les gens comme quoi, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Elle a haussé les épaules. Tu sais, fragile. Fragile. Instable, délicate, des mots pratiques quand quelqu'un veut vous faire taire. Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit,
fixant le plafond. J'ai essayé de rejouer les derniers jours dans l'ordre, de cartographier chaque commentaire, chaque action, et de lui assigner le poids qu'il méritait. Mais tout s'est brouillé. Mes propres pensées ne me semblaient plus entièrement miennes, comme si quelqu'un d'autre m'avait chuchoté à l'oreille juste assez longtemps pour que je commence à confondre sa voix avec la mienne. Avais-je surréagi? Avais-je mal compris la conversation? Avais-je fait toute une histoire pour quelques pilules? Je me suis tourné sur le côté, me recroquevillant. Je pouvais à nouveau entendre le léger bourdonnement du frigo, le grincement occasionnel du plancher tandis que la maison se tassait. Puis j'ai entendu autre chose, un bruit sourd et léger. Pas fort, pas délibéré, juste assez pour être remarqué. J'ai attendu, retenant mon souffle, tendant l'oreille pour des bruits de pas ou des mouvements. Mais la maison est restée immobile. Personne d'autre n'a bougé. Aucune porte n'a grincé. Aucune voix n'a suivi. Mais je savais que ce bruit ne venait pas d'un rêve. Et, il venait de quelqu'un qui essayait de m'effacer à nouveau. La lumière du matin filtrait à peine à travers les lattes des stores quand j'ai basculé mes jambes hors du lit. Le bruit sourd de la nuit précédente résonnait encore au fond de mon esprit, bien que personne dans la maison n'ait mentionné quoi que ce soit d'inhabituel. Peut-être ne l'avaient-ils pas entendu. Ou peut-être que si, et qu'ils avaient choisi de ne pas poser de questions. J'avais besoin de bouger. De faire quelque chose qui ait du sens, qui suive un rythme que je pouvais contrôler. En bas, la cuisine était silencieuse, du genre de silence qui semblait répéter, trop calme, trop stérile. J'ai resserré ma robe de chambre et mis de l'eau à bouillir pour le thé. Ma tête bourdonnait encore de malaise, mais j'étais déterminée à commencer la journée selon mes propres termes. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne me sentirais pas comme une ombre dans ma propre maison. Je me suis penchée pour attraper une poêle dans le placard du bas, mais dès que mon pied nu a touché le carrelage, quelque chose de glissant m'a fait déraper. Mon talon a lâché le premier, puis mon coude a heurté le sol, et enfin mon visage a craqué contre la base en bois de l'îlot central. Le monde a basculé en un instant. Une douleur aiguë a fleuri sur ma joue et quelque chose de chaud a coulé le long de ma mâchoire. Je n'ai pas crié. Je ne pouvais pas. Pendant un moment, je suis restée allongée là, le souffle coupé, le cœur battant contre le carrelage froid. Puis j'ai remarqué le reflet sous moi. De l'huile. Il y avait une pellicule sur le sol, juste là où j'avais marché. Pas de l'eau, pas du savon, de l'huile de cuisson. Je me suis redressée lentement, mes mains tremblant alors que je les posais sur le sol. J'ai regardé autour de moi, cherchant la bouteille. Elle était sur le comptoir, bouchon ouvert, penché. Un mince filet avait coulé le long du côté et goûté sur le carrelage. Ma vision s'est brouillée. Et pas seulement à cause de la douleur dans ma tête. Ce n'était pas un accident. C'était une mise en scène. J'ai levé la main pour toucher mon visage. Du sang. Il a enduit mes doigts. Mon bras me brûlait aussi. J'avais dû l'écorcher sur le coin du placard. Des bruits de pas, légers, délibérés. Sophie est apparue dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe de chambre pêche qui semblait n'avoir jamais touché une goutte d'eau de vaisselle. « Eh bien ?» a-t-elle dit avec un soupir qui avait le ton de quelqu'un accablé par la maladresse d'autrui. « Tu devrais vraiment faire plus attention, Alice. » Je n'ai pas répondu. Je ne trouvais pas de mots qui ne trembleraient pas. À la place, je suis restée assise là, saignant, pendant qu'elle enjambait la flaque et ouvrait le frigo. « Tu devrais vraiment prévenir quand tu fais des saletés, » a-t-elle ajouté, sa voix dégoulinant d'un venin désinvolte. « Les gens pourraient se blesser. » Elle a quitté la cuisine juste au moment où Véronique entrait depuis le couloir. Ses pantoufles faisaient à peine un bruit, mais ses yeux ont balayé le sol avec une irritation immédiate. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé, non pas alarmée, juste agacée. « J'ai glissé » ai-je murmuré. « Quelqu'un a laissé de l'huile par terre, je crois. »« Ça suffit » a-t-elle dit rapidement. « Nettoie ça, pour l'amour du ciel. » Pas la peine d'en faire tout un drame. Du sang coulait toujours de mon menton. Elle est passée à côté de moi, a attrapé un torchon et me l'a tendu sans regarder directement mon visage. « Tiens, ne faisons pas de scène. Tu as toujours été sensible. » « Sensible ?» Le mot a frappé plus fort que la chute.
J'ai pressé le torchon contre ma joue, ravalant la nausée qui montait dans mon estomac. Sophie est réapparue quelques instants plus tard avec du papier absorbant et un seau. Elle s'est agenouillée avec une grâce presque étudiée et a commencé à essuyer le sol avec une aisance pratique. Ce n'est rien, vraiment, a-t-elle dit d'un ton chantant. Pas besoin de surréagir. Les accidents, ça arrive. J'ai voulu hurler, crier, lui jeter le torchon à son visage suffisant, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée assise là, la pression dans ma poitrine se resserrant. Une fois le désordre nettoyé, on m'a conduite dans la salle de bain des invités. Aucune suggestion d'aller aux urgences, aucune offre d'appeler qui que ce soit, juste un miroir, un pansement et un gant de toilette froid que j'ai appliqué sur ma propre peau. Plus tard dans la matinée, après que la maison eut repris son rythme artificiel, Sophie discutant au téléphone en haut-parleur dans le salon, Véronique lisant le journal, j'ai enfin retrouvé ma voix. Je me suis approchée de ma mère, le visage encore enflé, mon bras bandé de gaz. Elle a brièvement levé les yeux quand je suis entrée dans la pièce. J'ai besoin de te parler, ai-je dit. Fais vite, a-t-elle marmonné, sans baisser son journal. Je ne suis pas tombée. Pas par accident. Cette huile, elle a été versée là. Et Sophie, elle était là, comme si elle savait exactement ce qui s'était passé. Véronique a plié son journal avec un soupir, l'a mis de côté et a croisé les bras. Tu sais quel est ton problème, a-t-elle dit froidement. Tu cherches toujours quelqu'un à blâmer. Si tu veux être traitée comme une adulte, arrête de faire ton cinéma. Je saigne. Elle a haussé les épaules. Mais un pansement. C'est ce que font les adultes. Il n'y avait pas de colère dans son ton, juste un détachement glacial. Et d'une certaine manière, c'était pire. La colère, je pouvais la gérer. L'indifférence, ça coupe d'une manière qu'un couteau ne pourrait jamais faire. Je suis sortie de cette conversation changée. Pas plus forte, pas plus audacieuse, juste plus silencieuse d'une manière différente. Une manière qui avait du poids. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte et me suis assise au bord du lit, fixant la marque rouge qui se formait sur ma pommette. J'ai sorti mon téléphone, activé l'appareil photo et pris une photo. Puis je l'ai regardée longuement. Était-ce ce que les gens avaient besoin de voir? Une image? Une preuve? J'ai appuyé sur « Supprimer » sans hésiter. Peu importe. Personne ne me croirait de toute façon. Je me suis allongée, toujours dans les mêmes vêtements que le matin, et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que la lumière de l'après-midi disparaisse derrière les rideaux. Mon téléphone a vibré 2 fois, probablement un spam. Personne que j'aimais ne prenait de mes nouvelles, pas même Alexandre. Et c'était la partie qui, je ne m'y attendais pas, faisait mal. Cette nuit-là, je me suis traînée jusqu'à la salle de bain. La maison était de nouveau silencieuse, mais le silence ne me faisait plus peur. Il confirmait quelque chose. Je ne faisais pas partie de cette famille. J'étais un fardeau qu'il n'avait pas encore trouvé comment jeter. Devant le miroir, j'ai étudié mon reflet. Des yeux fatigués, une joue ensanglantée, une ligne de dignité qui s'estompait. J'ai pressé un doigt sur ma blessure, puis l'ai fait glisser légèrement sur la vitre. Un nom, le mien. Un petit acte de rébellion, de souvenir. Alice, mon nom, au cas où j'oublierais. Au cas où il l'effacerait à nouveau. Le miroir était impeccable. Le lendemain matin, je me tenais là, fixant la vitre au-dessus du lavabo de la salle de bain, où quelques heures plus tôt j'avais écrit mon nom avec un doigt trempé dans le sang. Il n'en restait aucune trace. Pas une traînée, pas un fantôme de ligne, juste un silence brillant et mon propre reflet vide qui me regardait en clignant des yeux. Personne n'a rien dit. Ni Véronique, ni Sophie, ni Alexandre. Mais quelqu'un l'avait vu. Quelqu'un avait pris le temps de l'effacer avant que je me réveille. Et c'est ce qui faisait plus mal que le bleu qui se formait le long de ma mâchoire, m'effacer était devenu une routine. En bas, la journée était déjà en marche. L'odeur de pain grillé à la cannelle flottait dans l'air, la spécialité de Sophie quand elle voulait jouer à la belle-fille dévouée. Sa voix montait de la cuisine, trop forte, trop agréable. Je me suis lavé le visage, évitant mes propres yeux dans le miroir, puis je me suis habillée et je suis descendue. Je n'ai pas dit bonjour.
Personne d'autre non plus. Sophie se tenait près de l'îlot, coupant des pommes avec précision, les disposant en rangées nettes sur un plat en céramique. Quand elle m'a remarqué, elle a offert ce sourire en plastique qu'elle réservait aux événements caritatifs et aux cartes de vœux. « Tu tombes bien », a-t-elle dit en levant le couteau. « J'allais justement te demander de l'aide. » Je n'ai rien dit. J'ai juste marché vers l'évier pour rincer ma tasse de café. « Je crois que tu tiens mal la lame », a-t-elle ajouté nonchalamment. « Viens, laisse-moi te montrer. » Avant que je puisse répondre, elle était à côté de moi, guidant ma main avec la sienne. Sa prise était trop ferme, l'angle trop forcé. Je ne l'ai pas combattue. Je suis resté là, le cœur battant, attendant la suite. Et la suite est arrivée. Elle a légèrement déplacé le couteau, puis l'a laissé glisser. Juste assez. La lame a entaillé le côté de mon doigt, traçant une fine ligne de sang. J'ai eu un mouvement de recul, et elle s'est vite écartée. « Oh, zut », a-t-elle dit comme si elle ne l'avait pas prévu. « Désolée. C'est pour ça que je t'ai dit de faire attention. » J'ai fixé la perle rouge qui se formait sur ma peau. J'aurais pu dire quelque chose, l'accuser, mais je ne faisais pas confiance à ma voix pour rester stable. J'ai pressé mon doigt contre un papier absorbant et me suis détournée. Véronique est entrée juste au moment où je pensais la coupure. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis à Sophie, qui était déjà retournée à ses pommes comme si de rien n'était. « Et maintenant ?» a demandé ma mère, son ton un mélange d'ennui et de désapprobation. Je me suis coupée, ai-je répondu. Tu as toujours été maladroite, a-t-elle marmonné. Je l'ai regardée droit dans les yeux. C'est elle qui tenait le couteau. Véronique a plissé légèrement les yeux. Eh bien, la prochaine fois, essaie de mieux contrôler tes mains. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu n'étais même pas là. Comment sais-tu ce qui s'est passé? Elle a soupiré comme si je l'épuisais. Parce que je sais comment les choses ont tendance à se passer avec toi. Tout devient un problème. J'ai saigné hier. Tu as vu ça? Je t'ai dit que ce n'était pas un accident. Et je t'ai dit d'arrêter de faire ton cinéma. Cinéma. Ce mot encore, utilisé comme une laisse. Sophie est intervenue doucement, comme si elle essayait de calmer le jeu, sauf que ce n'était pas sincère. Je crois qu'on est tous un peu tendus. Peut-être qu'on a besoin de souffler. Tu crois que j'invente tout ça, lui ai-je demandé, la voix tremblante, non de peur, mais de fureur. Je crois que tu subis beaucoup de pression, a-t-elle répondu. Nous tous. Les choses sont parfois mal comprises. Mal comprises, saignantes, réécrites, toujours la même déviation. J'ai quitté la cuisine, je suis allée directement au bureau où Alexandre était à moitié enfoui sous une pile de rapports clients et de feuilles de calcul sur son ordinateur portable. Il a à peine levé les yeux quand je suis entrée. J'ai besoin de te parler. Ça peut attendre? Non, ai-je dit en montrant mon doigt. C'est elle qui a fait ça. Elle a accidentellement guidé le couteau dans ma main. Comme l'huile renversée. Comme tout le reste. Il a froncé les sourcils, jetant à peine un coup d'œil au pansement. Tu es sûr que tu n'interprètes pas trop? Tu la connais depuis assez longtemps pour voir comment elle fonctionne. Il a soupiré. Je te connais aussi depuis assez longtemps pour savoir à quel point tu deviens émotive quand tu te sens acculée. J'ai cligné des yeux. Tu es sérieux? Elle ne voulait pas te faire de mal, a-t-il dit en retournant son attention sur l'écran de l'ordinateur. C'est juste que tu réagis. Je réagis parce qu'on me fait du mal. Et toi? Je me suis arrêtée avant que la chaleur dans ma voix ne trahisse la blessure. Tu prenais ma défense avant. Tu te souviens quand les enfants du quartier me tiraient mon sac à dos ou m'insultaient? Tu étais toujours là. Ouais, eh bien, les choses changent, a-t-il dit en tapant quelque chose. On a tous des responsabilités maintenant. Des responsabilités comme protéger une image. Comme prétendre que les fissures dans cette maison ne s'élargissaient pas chaque jour. Tu n'écoutes même pas, il a levé les yeux alors, son expression plate. Je travaille. Tu as fait irruption. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La mettre dehors? Dire à maman qu'elle a tort? Tu crois que ça va améliorer les choses?
J'ai senti la piqûre dans ma gorge, mais j'ai refusé de la laisser atteindre mes yeux. Non, je voulais juste savoir si je comptais encore pour toi. Il n'a pas répondu, il s'est juste retourné vers son écran. J'ai quitté la pièce avant que le silence ne m'avale tout entière. Je ne me souviens pas de grand-chose de cet après-midi. J'ai fait les choses machinalement, plié le linge, réchauffé des restes de soupe, répondu à 2 emails pour un client freelance dont je me fichais. Les heures ont passé, et la maison est restée bruyante de la mauvaise manière, et silencieuse là où ça comptait le plus. À la tombée de la nuit, j'étais trop épuisée pour même m'allonger dans mon lit. Je me suis enroulée sur le canapé du salon, enveloppée dans un plaid qui sentait légèrement la lavande et la naphtaline. La télé était éteinte. Les lumières étaient tamisées. Mon téléphone était à portée de main, mais intact. Je n'ai pas pleuré. Je ne crois pas que j'en étais encore capable. Il ne restait plus de tristesse, plus d'indignation, juste une immobilité, une sorte d'engourdissement qui ne demandait ni aide ni explication, juste l'espace d'exister. Et dans cette immobilité, autre chose a commencé à prendre forme. Pas de la colère, pas de la défiance, mais une résolution silencieuse. Une prise de conscience que je ne pouvais pas continuer à attendre que quelqu'un me sauve de cette maison, de ce rôle, de ce silence. Si je voulais sortir, je devrais écrire la sortie moi-même. Je n'ai pas renversé le cadre photo. J'aurais pu. Ma main a plané près de lui plus longtemps qu'elle n'aurait dû, et mes doigts ont tressailli à l'envie de balayer le tout de la cheminée et de regarder le verre se briser sur le parquet, mais je ne l'ai pas fait. À la place, je suis restée là, silencieuse, à le regarder. Le nouveau portrait de famille trônait fièrement entre le vase en cristal de Véronique et une lampe en bronze démodée. Tout le monde souriait sur la photo. Alexandre, Sophie, leur fils Jérémy perché entre eux, et Véronique dans son blazer pastel comme une reine avec sa cour. Et moi? Je n'y étais pas, même pas coupé au montage. Le timbre dateur dans le coin inférieur indiquait « jeudi dernier ». Le jour où j'étais recroquevillée sur le canapé avec une poche de glace pressée contre ma joue après la chute dans la cuisine. Le jour où j'avais à peine pu avaler de la soupe. Ils étaient tous sortis pour faire des photos de famille, et personne n'avait dit un mot. Ce silence, ce n'était pas de l'oubli. C'était délibéré. J'ai pris le cadre. Il était plus lourd que je ne le pensais. Je me suis tournée vers la table de la salle à manger où Véronique sirotait son thé en feuilletant un catalogue de jardinage. Elle n'a pas levé les yeux. Où est-ce que ça a été pris, ai-je demandé. Elle a jeté un coup d'œil. Oh, la semaine dernière. L'église organisait une collecte de fonds. Sophie a tout organisé. Il y avait un photographe. Tout s'est fait à la dernière minute. On ne m'a pas prévenu. Eh bien, tu ne te sentais pas bien, a-t-elle dit, son ton plat. Il n'y avait pas besoin de compliquer les choses. Compliquer quoi, ai-je demandé en gardant ma voix égale. Elle a levé sa tasse, a soufflé doucement. C'était une photo de famille, Alice. J'ai cligné des yeux. Je fais partie de la famille. Tu étais malade. Alors vous avez choisi de ne pas vous souvenir de moi. Elle m'a enfin regardé alors, ses yeux calmes, presque apitoyés. Nous avons choisi la paix. J'ai reposé le cadre avec plus de soin que je n'en ressentais. Si être oublié vous aide tous à mieux dormir la nuit, ai-je dit, vous avez déjà réussi. Véronique n'a pas répondu. Elle a juste tourné une autre page de son catalogue comme si je n'avais pas parlé. Je suis sortie de la pièce, non pas parce que j'avais autre chose à faire, mais parce que rester là m'aurait fait dire quelque chose que je n'aurais pas pu reprendre. À mi-chemin du couloir, j'ai entendu des pas derrière moi. Rapide. Intentionnel. Sophie m'a attrapé le poignet près du placard à manteau. C'est quoi cette nouvelle attitude, a-t-elle sifflé. J'ai reculé. J'ai fini de prétendre que tu n'es pas dangereuse. Elle a penché la tête. Pardon. Tu m'as fait mal exprès plus d'une fois. Elle a regardé rapidement autour d'elle, s'assurant que personne d'autre n'était à portée de voix. Fais attention, a-t-elle dit. Tu recommences à avoir l'air un peu dérangé. Et tu sais comment les gens d'ici réagissent à ce genre de choses. Tu veux dire ta version des gens, ai-je répliqué. Son expression s'est durcie.
Elle s'est approchée. Tu te crois la victime ici, a-t-elle murmuré. Ça fait combien de temps que tu profites de cette famille? Que as-tu réellement apporté? J'ai ouvert la bouche, mais je n'ai pas eu la chance de parler. Sa main s'est abattue violemment sur mon visage, pas une poussée, pas un contact accidentel, une gifle, sèche et précise. J'ai chancelé en arrière, heurtant le mur avec mon épaule. Un instant plus tard, Véronique est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle s'est arrêtée, nous a regardés, et a continué son chemin. Voilà ce que tu mérites, a dit Sophie tranquillement. Quand on mord la main qui nous nourrit. Je l'ai fixée pendant un long moment, sans pleurer, sans trembler. Je n'ai pas besoin de ta main, ai-je dit. Et je n'ai certainement pas besoin de ta nourriture. Cette fois, je me suis retournée sans m'arrêter à ma chambre. Je suis allée au garage, j'ai trouvé les clés du débarras de la cave et j'ai descendu les escaliers qui craquaient. La cave sentait le cèdre et la poussière, des cartons de vieux déménagement, un tapis de course cassé, une caisse de décoration de Noël, le tout recouvert de décennies de silence. J'ai sorti une caisse en plastique étiquetée « Électronique Papa » et je l'ai ouverte. À l'intérieur, parmi les câbles emmêlés et les routeurs inutilisés, se trouvait une petite boîte de sécurité. Je me suis souvenu que papa avait installé quelques caméras cachées avant que sa santé ne décline. Il disait que c'était pour la sécurité, pour l'assurance. Personne ne s'en était soucié depuis. J'ai ouvert la boîte. Les caméras étaient toujours là. Des petites choses pas plus grosses qu'une clé USB. Il y avait aussi des cartes mémoire. Certaines étiquetées par pièce, salon, cuisine, couloir des invités, toutes datées. Je ne savais pas encore ce que j'allais trouver, mais si cette maison avait observé tout ce temps, peut-être, juste peut-être, avait-elle vu tout ce qu'ils essayaient de cacher. Le reste de la soirée, je suis restée en bas, triant les câbles, essayant de ne pas penser à la brûlure sur ma joue ou à l'écho de la voix de Sophie dans ma tête. À minuit, j'avais trouvé le chargeur, vidé une clé USB et prévu par quelle caméra commencer le lendemain matin. Fini de demander à être entendu, fini d'attendre d'être vu. Il y avait toujours quelqu'un qui regardait dans cette maison. Peut-être que maintenant, ce quelqu'un allait parler. La cave était plus froide que dans mes souvenirs. Je suis restée en bas plus longtemps que nécessaire après avoir trouvé la boîte d'enregistrement de sécurité. Le poids de l'air et le bourdonnement du vieux congélateur m'ont donné l'espace de respirer. Un espace que je n'avais pas eu depuis des semaines. Quand j'ai enfin remonté les escaliers, c'était presque l'aube. La première lueur du jour commençait à percer à travers les stores de la cuisine, projetant de longues ombres pâles sur les comptoirs. J'ai préparé un petit déjeuner silencieux, juste du pain grillé et du café instantané, et je me suis assise près de la fenêtre pendant que la maison dormait encore. Je ne voulais plus avoir peur d'eux. Je ne voulais plus me sentir comme une étrangère dans la maison dont j'avais aidé à prendre soin, même quand personne d'autre ne prenait la peine de le reconnaître. Je n'allais pas me recroqueviller à nouveau, alors j'ai attendu. Quand Sophie est descendue, elle était déjà au téléphone, pieds nus, vêtue d'un peignoir en soie, se déplaçant comme si elle était propriétaire des lieux. Elle m'a jeté un coup d'œil, mais n'a rien dit. J'ai offert la même courtoisie. Son appel était faux, sa voix trop animée, son rire trop bien synchronisé. Elle voulait que je sache qu'elle n'était pas déstabilisée. Je n'étais pas intéressée à la déstabiliser. Pas encore. J'ai attendu qu'elle finisse de couper les fruits. C'est là que c'est arrivé. Le bol de poire lui a glissé des mains. Ou peut-être qu'il n'a pas glissé du tout. Peut-être qu'elle l'a laissé tomber. La céramique s'est brisée sur le sol, envoyant des fruits et des éclats dans toutes les directions. Elle a marmonné, attrapant un torchon et s'accroupissant. Je me suis penchée pour aider, par instinct plus que par gentillesse. Et c'est là qu'elle m'a heurté, violemment, hanche contre hanche. J'ai perdu l'équilibre, j'ai heurté le coin du comptoir avec mon flanc et je suis tombée avant de pouvoir me rattraper. Mon bras a immédiatement palpité, et je pouvais déjà sentir la piqûre près de mes côtes là où le coin m'avait touché. Elle n'a pas bronché. Elle a continué à essuyer les tranches de poire comme si je n'étais même pas là. Je me suis relevée avec une main, l'autre berçant mon côté, et j'ai chuchoté, « Tu l'as fait exprès. » Sophie n'a pas levé les yeux. Tu devrais peut-être consulter pour ton équilibre.
Son ton était mielleux, lacé de poison. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir. Entrée principale. Des pas rapides, traversant l'entrée et se dirigeant vers la cuisine. Isabelle. Sa voix est arrivée avant même qu'elle n'entre dans mon champ de vision. Alice. Elle a tourné le coin et s'est arrêtée net. J'étais là, à moitié par terre, le sang suintant à travers ma manche. Sophie debout au-dessus de moi, tenant un torchon, faisant semblant de ne pas remarquer. Qu'est-ce qui s'est passé ici, bon sang? La voix d'Isabelle a tranché la pièce comme le bol cassé. Sophie s'est retournée, prise au dépourvu pour une fois. Oh, elle a glissé, a-t-elle dit trop vite? Encore? Isabelle n'a pas bougé pendant une seconde. Puis elle a laissé tomber sa valise avec un bruit sourd et s'est précipitée à mes côtés, s'agenouillant près de moi. Tu peux t'asseoir? Ça va? J'ai hoché la tête à peine. J'allais bien jusqu'à ce qu'elle entre, ai-je dit, juste assez fort pour qu'elle m'entende toutes les deux. Isabelle m'a regardé, puis a regardé Sophie, ses yeux se plissant. Elle s'est levée lentement, a sorti son téléphone et a commencé à composer un numéro. Sophie s'est avancée. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle à l'aide, a répondu Isabelle. Clairement, quelqu'un en a besoin. N'ose pas, a dit Sophie, la voix montant. Ce sont des affaires de famille. Isabelle n'a pas scié. Et c'est exactement pour ça que quelqu'un d'autre doit être au courant. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois, puis calmement, elle a dit « Oui, je voudrais signaler un incident domestique. Ma sœur a été blessée. » Sophie a reculé comme si les mots étaient des balles. La conversation a été courte. Isabelle savait exactement quoi dire. Adresse, nature de la blessure, antécédent. Elle n'a pas embelli, n'a pas crié. Elle était trop contrôlée pour ça. Mais ses mains tremblaient quand elle a mis fin à l'appel. 10 minutes plus tard, j'étais assise sur le canapé avec une poche de glace sur les côtes. Isabelle planait à proximité, vérifiant les ecchymoses, me demandant si je pouvais respirer. Sophie avait disparu, probablement à l'étage, appelant Alexandre ou préparant le mensonge qu'elle devrait raconter. Plus tard, les sirènes sont arrivées, basses et régulières, devenant plus fortes à mesure qu'elles approchaient. Les ambulanciers sont entrés dans la maison un instant plus tard. L'un d'eux, une femme aux yeux bienveillants, s'est agenouillée à côté de moi. Que s'est-il passé? A-t-elle demandé doucement. Elle est tombée, a dit Sophie depuis l'escalier, réapparaissant juste à temps. On m'a poussée, ai-je corrigé. Elle a glissé, a insisté Sophie. L'ambulancière n'a pas répondu, gardant simplement son attention sur moi, vérifiant mon bras, ma respiration, ma réaction à la douleur. Allons la faire examiner, a-t-elle finalement dit. On l'emmène. J'ai regardé Isabelle, qui m'a fait un petit signe de tête. Le trajet en ambulance a été silencieux. J'ai fixé le plafond, trop fatigué pour penser, trop fatigué pour ressentir grand-chose. À l'hôpital, ils ont fait des radios, m'ont soigné et m'ont assigné une assistante sociale. J'ai répondu à chaque question honnêtement. Je n'ai rien édulcoré, et pour une fois, quelqu'un a vraiment écouté. Quand j'ai été autorisée à sortir quelques heures plus tard, je suis sortie et j'ai vu Isabelle attendre près du trottoir. Je peux t'emmener ailleurs, a-t-elle dit. On n'est pas obligé d'y retourner. J'ai secoué la tête. Pas encore. J'ai des choses à faire. Elle n'a pas insisté. Elle a juste conduit en silence. De retour à la maison, Sophie se tenait sur le porche, les bras croisés, regardant la voiture arriver. Elle n'a pas souri cette fois. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste regardé. Je suis sortie de la voiture, j'ai redressé ma veste et je suis passée devant elle comme si elle était invisible. Isabelle est restée derrière un instant, son regard fixé sur celui de Sophie. Tu aurais dû y réfléchir à 2 fois, a-t-elle dit tranquillement. Elle n'est plus seule maintenant. Et juste comme ça, quelque chose a changé. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de la vérité. Et de qui était encore prêt à continuer de l'enterrer. L'odeur d'antiseptique s'accrochait encore à mes manches au moment où les policiers sont arrivés à l'hôpital. Je ne m'étais pas changée. Je n'avais pas parlé plus que nécessaire aux infirmières.
J'ai juste attendu, laissant la douleur dans mon flanc me rappeler pourquoi nous étions là. La porte de la petite salle de consultation a grincé et un policier en uniforme est entré, un presse-papier à la main, accompagné d'une femme des services sociaux dont le badge indiquait « Jacobs ». J'ai hoché la tête poliment. Ils ne perdirent pas de temps. « Mademoiselle Alice Arlon ?» demanda Jacobs. « Oui. Nous comprenons que vous avez déposé une plainte plus tôt dans la journée. Nous avons juste quelques questions de suivi pour clarifier certaines des déclarations faites à la maison. » J'ai dégluti une fois et j'ai de nouveau hoché la tête. Ils m'ont tout demandé. Depuis combien de temps cela durait, quel type de comportement j'avais subi, qui d'autres étaient dans la maison, si des altercations physiques avaient eu lieu. Je leur ai donné des noms, des dates et des lieux. Je leur ai donné la vérité, plate, sans phare et brute. Ils ont écouté. Ils ont pris des notes. Et quand j'ai mentionné Pascal, notre employé de maison, qui avait été présent plus d'une fois lors des éclats de Sophie, Jacobs s'est légèrement éclairci. « Pensez-vous qu'il serait prêt à nous parler ? » « Je ne sais pas, dis-je honnêtement, mais il a vu des choses. Il sait. » Ils promirent de faire un suivi et me laissèrent une carte au cas où je me souviendrais d'autre chose. J'étais épuisé quand ils sont partis, mais il y avait encore une lueur d'espoir dans ma poitrine. Pascal dirait la vérité. J'en étais sûr. Le lendemain, ils sont revenus, et cette lueur s'est éteinte. Nous avons parlé à Pascal, me dit Jacobs, les yeux évitant les miens. Il a dit qu'il n'a jamais vu de comportement inquiétant dans la maison. Je suis restée assise, abasourdie. Il était là quand elle a claqué la porte du placard à côté de ma tête. Il a nettoyé mon sang. Il sait. L'officier baissa les yeux sur ses notes. Je comprends, madame, mais sa déclaration contredit la vôtre. La pièce sembla soudain plus froide. J'ai imaginé Pascal. Silencieux, poli, toujours discret. Il travaillait pour notre famille depuis des années. Il voyait tout, alors pourquoi mentir ? Cet après-midi-là, Isabelle est entrée dans ma chambre d'hôpital avec un sac de vêtements propres et un regard que je n'avais pas vu sur son visage depuis notre adolescence. Cette fureur particulière qu'elle portait quand elle avait découvert que notre cousin Ethan avait triché à ses examens et m'avait laissé porter le chapeau pour un cours de soutien partagé. « Je suis passée à la maison, » dit-elle, la voix sèche. J'ai levé les yeux. Pourquoi ? Parce que je voulais parler à Pascal moi-même. Elle s'assit à côté du lit, posa le sac avec précaution. Des chaussures neuves, un manteau en cuir de créateur que je sais que maman n'a pas payé. Quelqu'un l'a acheté. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. C'était donc le prix du silence. Elle ne répondit pas, se contenta de tendre la main et de serrer la mienne. Plus tard dans la soirée, une infirmière m'a remis une petite enveloppe pliée. On a déposé ça pour vous. L'écriture sur le devant était élégante, presque démodée. Il était simplement écrit « Alice ». Je l'ai ouverte lentement, m'attendant à un avis d'avocat, peut-être plus de paperasse d'assurance. Au lieu de cela, c'était une lettre écrite par Sophie. « Alice, je suis désolée. Je ne voulais pas que les choses dégénèrent comme elles l'ont fait. Je sais que nous n'avons jamais été proches, et j'ai probablement fait plus de mal que de bien, mais s'il te plaît, crois-moi quand je dis que je n'ai jamais voulu que tu sois blessée. J'espère que tu pourras me pardonner. Sophie. » Je l'ai lu 2 fois, attentivement. La formulation était sincère, presque trop sincère. Je me suis rassise dans mon lit, relisant le dernier paragraphe. Ma poitrine se serra d'un sentiment que je ne pouvais nommer. Culpabilité, soulagement, espoir. Peut-être. Peut-être qu'elle voyait enfin les dégâts. Peut-être qu'elle ressentait quelque chose après tout. Mais vers 20h, je suis sortie dans le couloir pour me dégourdir les jambes et j'ai trouvé une infirmière qui jetait un sac poubelle dans la corbeille du coin. Une enveloppe familière dépassait du haut, déchirée, maculée de rouge à lèvres. Je l'ai sortie du sac avant que l'infirmière ne puisse m'arrêter. C'était la même lettre, déchirée en 2. L'empreinte de talon dessus était indubitable, rouge, brillante, délibérée. Ce n'avait pas été des excuses. C'était une performance, une que je n'étais jamais censé croire longtemps.
Ma poitrine me faisait mal, non pas à cause de la blessure, mais à cause du poids de l'humiliation. Je suis restée là, la lettre à la main, dans le couloir d'un hôpital qui avait commencé à me paraître plus honnête que ma propre maison. Cette nuit-là, alors que je me recouchais, la lettre rangée dans le tiroir à côté de moi, mon téléphone a vibré. Un message vocal, numéro inconnu. Je l'ai écouté. Salut, c'est Alia. J'ai vu quelque chose en ligne. Ta sœur a posté une photo aux urgences, mais sans contexte. J'ai eu un pressentiment bizarre. Sa voix se cassa légèrement. Je ne sais pas si tu veux parler ou si tu veux même avoir de mes nouvelles, mais je suis là. Tu n'as rien à dire. Sache juste que je te vois. J'ai écouté le message 3 fois. C'était la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, que j'entendais quelqu'un dire qu'il me voyait. Pas pour accuser, pas pour rejeter, juste pour reconnaître. Je n'ai pas répondu, mais j'ai pleuré. Pas de douleur, pas même de trahison. C'était quelque chose de plus calme, de plus profond. Ce message ne m'a pas seulement fait me sentir entendue. Il m'a donné envie de parler. Isabelle n'a pas posé de questions quand je lui ai dit que je devais retourner à la maison. Elle a juste hoché la tête, m'a aidé à monter dans sa voiture et a conduit. Le moteur ronronnait doucement pendant que je regardais par la fenêtre, chaque nerf tendu comme le calme avant la tempête. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, je lui ai demandé d'attendre dehors pendant 10 minutes. Elle n'a pas discuté, a juste fouillé dans la boîte à gants et m'a tendu son chargeur portable pour mon vieil ordinateur portable. À l'intérieur de la maison, il y avait une faible odeur de nettoyant au citron et de tension. Véronique était introuvable. Le salon était immobile. Les lumières étaient éteintes, les rideaux tirés. J'ai traversé le couloir avec précaution. Mes chaussures étaient étouffées par le tapis usé. Dans le coin, près de l'escalier de service, se trouvait un vase en céramique ébréché près de la base. Il était tombé, probablement bousculé par le service de nettoyage la semaine dernière. Je me suis approchée pour le redresser et j'ai entendu quelque chose cliqueter à l'intérieur. J'ai fait une pause, l'inclinant doucement. Quelque chose de métallique a heurté la paroi intérieure. Je l'ai retourné. Un minuscule appareil noir est tombé dans ma main. Mon estomac s'est noué. Une Nanican. Un vieux modèle, intégré dans un objet de décoration. Je me suis souvenu qu'Alexandre en avait installé quelques-unes il y a des années après une alerte au cambriolage. Nous les avions tous oubliés, mais peut-être pas Sophie. L'objectif était encore intact. Je l'ai retourné. Il y avait une carte mémoire insérée. Je ne me suis pas arrêtée pour réfléchir. J'ai couru jusqu'au bureau, j'ai trouvé mon ordinateur portable dans le tiroir du bas du vieux bureau en chêne, j'ai branché la caméra et inséré la carte. Le dossier de fichiers s'est chargé lentement. Des séquences datées, soigneusement classées par mois. J'ai ouvert le plus récent, intitulé « Cuisine, 7h42, semaine 4 ». Mon visage est apparu à l'écran, debout près du comptoir, Sophie entrant, une pomme dans une main, un couteau dans l'autre. Elle m'a bousculé. Je me suis vue tomber à nouveau, cette fois d'en haut. Il n'y avait aucune ambiguïté. La poussée était intentionnelle. Elle avait regardé directement la caméra avant de sortir du champ. Fichier suivant, elle me pousse alors que je me baisse pour ramasser une cuillère. Un autre, elle jette une assiette en verre contre le mur derrière moi lors d'une dispute pour rien. Dans un clip, elle murmure « Personne ne croit les filles folles ». Et puis il y a eu le couteau. Elle me montrait comment mieux couper les poires. Elle a appuyé sur ma main et a guidé la lame. J'ai eu un mouvement de recul. Elle a souri. Je suis restée assise là, immobile, regardant clip après clip. Je n'ai pas ressenti de colère. Pas à ce moment-là. Ce que j'ai ressenti, c'est du soulagement. Enfin, quelqu'un d'autre allait voir. J'ai transféré les fichiers sur une clé USB, je les ai étiquetés avec soin et je suis retournée dehors. Isabelle était toujours dans la voiture. Quand je me suis glissée sur le siège passager et que je lui ai tendu la clé, je n'ai pas dit un mot. Elle non plus. Elle l'a juste prise, a hoché la tête une fois et a démarré le moteur.
Le soir même, les fichiers vidéo étaient dans les boîtes de réception de 3 personnes, une journaliste connue pour ses enquêtes sur les violences conjugales, une association d'aide juridique et un collectif féministe basé à Paris. Isabelle a inclus une note avec l'objet « Ceci n'était pas un incident isolé. C'était une campagne de contrôle. En 24 heures, tout a changé. » La journaliste a publié un article intitulé « Dans le silence des murs, la violence domestique derrière les portes closes ». Il incluait des images fixes des enregistrements, horodatés, les visages clairs, le ton calme mais cinglant. Quelques minutes après la mise en ligne de l'article, l'association l'a repartagé sur toutes ses plateformes. Les commentaires ont afflué. Les gens étaient choqués, indignés. Beaucoup m'ont écrit des choses comme « J'ai toujours pensé qu'elle avait quelque chose de bizarre » ou « Je l'ai rencontrée une fois, je n'ai pas aimé la façon dont elle coupait la parole à son mari ». Les conséquences ont été quasi immédiates. Le sponsor de l'initiative de bien-être communautaire de Sophie a retiré son soutien. Son agence de relations publiques l'a lâché. Une retraite de bien-être où elle devait prendre la parole le mois suivant a supprimé son nom de la bannière du jour au lendemain. J'ai regardé tout cela se dérouler depuis un lit d'hôpital, mon ordinateur portable en équilibre sur une tablette. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri, mais j'ai respiré plus facilement. Plus tard dans l'après-midi, Alexandre a appelé. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il arrête de sonner. Il a envoyé un texto, « On peut parler ?» Je n'ai pas répondu. Un deuxième texto est arrivé. Je ne savais pas, j'ai verrouillé le téléphone sans répondre. Il savait. Il avait choisi de ne pas voir. Véronique ne m'a pas contacté du tout. Elle est restée silencieuse, invisible dans la maison même qu'elle contrôlait autrefois d'une main de fer dans un gant de velours. Le même jour, un gendarme a signifié à Sophie une ordonnance de protection. L'aide sociale à l'enfance est venue évaluer le domicile. Une enquête formelle a commencé. Ils ont interrogé Jérémy à l'école, s'assurant qu'il se sentait en sécurité. Je ne voulais pas qu'il lui soit retiré. Pas encore. Pas sans tout savoir, mais il méritait mieux que de vivre dans une maison où la personne la plus bruyante dictait la vérité. Sophie a crié au mensonge, à la manipulation, aux campagnes de diffamation, mais les images ne mentaient pas. Elle la montrait poussant, humiliant, instrumentalisant la gentillesse. Image par image, son contrôle lui glissait entre les doigts. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'inventer. Quelques jours plus tard, Isabelle est venue me rendre visite. Elle a apporté du café, mes muffins préférés et une expression silencieuse qui me disait qu'elle n'avait pas dormi non plus. Quand elle s'est assise à côté de mon lit d'hôpital, elle n'a pas perdu de temps. Tu sais, a-t-elle dit en déballant un muffin à la myrtille. Les gens disent que tu es courageuse. Je ne le suis pas, ai-je répondu. Je suis juste fatiguée de faire semblant. Elle m'a tendu le muffin quand même. Eh bien, tu es courageuse pour moi. Je l'ai regardée un long moment. Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait, ai-je avoué. Elle a souri. Ils n'ont pas cru. Ils ont cru la vérité. Elle a fait un signe de tête vers l'ordinateur portable sur ma tablette. Mais c'est toi qui l'as rendu public. C'est toi qui as dit « ça suffit ». Les enregistrements ne t'ont pas amené ici. C'est toi qui l'as fait. Je n'ai pas souri, mais j'ai hoché la tête. Et pour la première fois, je me suis sentie réelle à nouveau. Plus une note de bas de page dans le récit de quelqu'un d'autre. Plus le projet de la famille, la cassée qu'il plaignait poliment. J'étais autre chose maintenant. Et je ne reviendrai pas en arrière. La partie la plus difficile n'était pas ce qui s'était passé avant. Pas les bleus, pas la manipulation psychologique, pas même le silence des gens qui prétendaient m'aimer. Non, la partie la plus difficile, c'est ce qui est venu après. Quand le monde m'a soudainement cru et que j'ai dû décider quoi faire de cette croyance. 2 semaines après la publication de l'article, je me suis assise en face d'une avocate en droit civil, chaudement recommandée par l'association, dans une salle de conférence élégante. Son bureau donnait sur le centre-ville de Lyon, et tout en elle, son blazer impeccable, son ton direct, rayonnait de confiance. Elle était le genre de femme que j'imaginais que Sophie avait autrefois prétendu être. « Vous avez un dossier ?»
a dit l'avocate, les mains soigneusement jointes devant elle. Un dossier solide. Je n'ai rien dit, la laissant continuer. Dommages et intérêts au civil, préjudice moral, diffamation. Nous pourrions poursuivre à la fois Sophie et votre frère si vous le souhaitez. Je ne vais pas vous mentir. C'est gagnable, et je pense qu'un jury prendrait votre parti dans les 20 premières minutes. J'ai hoché la tête lentement, tapotant mes doigts sur la coudoir. Mais j'ai finalement dit, si je gagne, alors quoi ? Elle a marqué une pause. Justice, compensation, un sentiment de clôture. Je ne veux pas d'argent, ai-je dit doucement. Je voulais juste que ça s'arrête. Elle m'a étudié un instant, puis a fait un unique signe de tête respectueux. Le lendemain matin, j'ai annoncé ma décision à Isabelle. Elle n'a pas discuté. Elle m'a juste serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. 1 mois a passé, puis 2. J'ai guéri. Pas complètement, pas d'une manière visible, mais la douleur aiguë s'est estompée. Mes journées sont devenues plus calmes. Je marchais plus lentement, je dormais mieux. J'ai arrêté de regarder par-dessus mon épaule dans ma propre cuisine. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai ouvert un cours. Ça a commencé modestement. 2 soirs par semaine au centre social. J'ai emprunté des tables pliantes, apporté mon vieux robot pâtissier et distribué des prospectus moi-même à la bibliothèque locale. L'idée était simple, des cours de cuisine gratuits pour les femmes qui repartaient à zéro. Des femmes qui avaient été blessées, rejetées, effacées. Le premier soir, seules 3 personnes sont venues. L'une était une femme du foyer d'accueil voisin qui avait amené sa fille. Une autre était une femme d'âge mûr qui a dit qu'elle voulait juste être dans une pièce où personne ne hausse la voix. La dernière était une adolescente aux manches longues et aux yeux qui croisaient rarement les miens. Elle n'a pas beaucoup parlé, mais quand je lui ai tendu une spatule et lui ai demandé si elle voulait remuer la pâte, elle a hoché la tête. Ici, c'est une cuisine, leur ai-je dit, où personne ne crie, personne ne saigne, et personne n'est ignoré. La 3e semaine, nous étions 9 femmes. Je leur ai appris à faire des frittatas, des muffins maison, et même une recette de famille de coblé aux pêches. Mais plus que ça, nous avons ri. Nous partagions le silence confortablement. Certaines racontaient leur histoire, d'autres non. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est que nous construisions quelque chose. Un jeudi après-midi, juste après la fin du cours, Isabelle s'est garée sur le parking. Elle est sortie de sa voiture en tenant une enveloppe. Je l'ai rejointe sur le porche du bâtiment. J'ai oublié quelque chose, ai-je demandé. Elle m'a tendu l'enveloppe. Non, je voulais juste faire ça en personne. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété. À mon nom. Elle n'a pas prononcé les mots tout de suite, m'a juste regardé, les yeux doux. Je déménage à Paris, a-t-elle dit. J'ai besoin de mon propre nouveau départ. Il y a une bourse d'écriture à laquelle je veux postuler, et il est temps que j'arrête de faire semblant de ne plus poursuivre ce rêve. J'ai cligné des yeux en regardant le papier, puis elle. Et la maison ? Elle est à toi, a-t-elle dit. Fais en ce qu'ils ne l'ont jamais laissé être. Je n'ai pas pleuré, mais ma main a légèrement tremblé en pliant le papier et en le glissant dans mon sac. Ce week-end-là, je suis retournée à la maison, seule. Personne n'y vivait plus. Sophie faisait l'objet d'une enquête et logeait chez sa mère. Alexandre avait emménagé dans un appartement en location plus près de son travail. Véronique, elle, s'était murée dans le silence, ne se présentant même plus à son club de bridge depuis la publication de l'article. La maison sentait la poussière et la vieille peinture. J'ai traversé chaque pièce pieds nus, laissant ma peau rencontrer le bois. Le silence n'était plus froid. Il était à moi. Dans le couloir à l'étage, je suis passé devant le miroir de la salle de bain. J'ai fait une pause. Autrefois, il y avait eu du sang là, mon nom barbouillé dans un murmure désespéré. Maintenant, il n'y avait qu'un reflet net. Des rides sur mon visage que je n'avais pas remarqué avant. Un regard plus stable. J'ai souri. Pas un grand sourire, pas un sourire bruyant, mais il est resté. Dans les semaines qui ont suivi,
j'ai vidé la chambre d'amis et l'ai transformée en espace de préparation pour les cours de cuisine. J'ai planté des herbes aromatiques dans le jardin à l'arrière. J'ai ajouté un canapé d'occasion sur la terrasse et j'ai peint la porte d'un bleu marine profond. Les gens passaient parfois et me faisaient un signe de la main. Quelques-uns ont même demandé si j'étais cette femme de l'article. Je ne les ai jamais corrigés. Un après-midi, pendant une pause du cours, je suis sortie. Le soleil était doux, la brise chaude. À l'intérieur, quelqu'un riait, un rire plein et sincère qui remplissait toute la cuisine. J'ai fermé les yeux un instant. Ce n'était plus une maison où j'étais effacée, mais un endroit où l'on se souvenait des noms.